avec l'aide de Poutine, qui, devant les caméras, dit qu'il veut la paix et en fait, en sous-main, arme l'Iran. Le régime peut-il tenir tête à Trump? Oui, je pense que le régime peut tenir tête, même sans l'aide russe. Même sans l'aide russe. Oui, d'abord il l'a fait. Alors c'est en grande partie parce que cette guerre a été très mal organisée du côté américain, très clairement. Elle a été sous-dimensionnée dès le départ, elle était très erratique. Et en plus, ça s'est arrêté à mi-chemin. On l'évoquait tout à l'heure, les moyens militaires iraniens, ils sont toujours là. Donc il aurait fallu au moins continuer pendant un mois cette campagne de frappe si on avait voulu avoir de vrais résultats militaires, c'est-à-dire terminer, mettre fin à tout l'arsenal balistique, peut-être encore plus casser le programme nucléaire, etc. Là, au moins, déjà, Donald Trump aurait pu présenter un bilan en disant voilà, j'ai cassé les dents, les crocs du régime et n'est plus menaçant militairement, même s'il n'y a pas de négociation. Or, il s'est arrêté à mi-chemin pour changer complètement d'optique. Et donc, les Iraniens, enfin le régime se retrouve dans une position où il dit écoutez, voilà, nous avons résisté. Aux États-Unis, le budget américain, c'est 50 fois le budget de la défense iranien, le budget réel, j'entends. Et aux Israéliens, c'est pas rien non plus. Voilà, et nous sommes toujours là, nous avons toujours une capacité de frappe, et nous avons toujours les otages, la prise d'otage. Il faut bien concevoir le détroit d'Ormuz comme une prise d'otage, et nous avons encore cet atout. Et ben voilà, qui finalement, qui a demandé le premier véritablement arrêté, c'était Donald Trump. Qui le premier a montré des signes de fatigue, c'était Donald Trump, en menaçant éventuellement d'escalader, ce qui montrait bien qu'en réalité, là, cette première campagne ne donnait pas les résultats qu'il voulait. Et donc, c'est pour ça que cette négociation, elle est un peu biaisée. On se retrouve avec deux camps qui sont dans une position qui s'estiment vainqueurs, tous les deux. Donc ça marche pas, une négociation. Il faut qu'il y en ait un qui soit vraiment vaincu, qui ait un rapport de force écrasant, et que dit ok, on dicte un petit peu les conditions. Là, c'est pas le cas. Et donc on rentre dans une autre phase de bras de fer qui est un peu plus compliquée. Alors je suis assez d'accord qu'effectivement cette idée de contre-blocus, c'est peut-être l'idée la plus intelligente. Comme quoi il y a quand même des gens qui réfléchissent un peu dans l'administration américaine et qui ont accepté cette idée. Maintenant, je suis pas sûr non plus que ça donne des effets si rapides que ça. Je rappelle qu'on avait mis un embargo terrible sur l'Irak à partir de 1991 et que 10 ans plus tard, alors, les Irakiens étaient dans un état épouvantable et que ça n'a rien changé politiquement. Et donc là, je me méfie beaucoup sur les effets de ces blocus face à des régimes aussi durs. Un régime qui a massacré 30 000 de ses citoyens. Il dit ok, si ces gens-là souffrent, tant pis. Nous, on tiendra autant qu'il faudra. Et puis à la limite, ce problème de stockage de pétrole, ok, il y a trop de pétrole, il faut pour pas arrêter les puits, on va balancer le pétrole dans le sable ou dans le Golfe Persique. Oui, l'Iran affirme qu'il est en capacité de stocker du pétrole sur des bases flottantes en mer. Mais Pierre Servan, sur le rôle de Poutine, et je voudrais en profiter pour vous montrer une image d'un super yacht, d'un oligarque russe, Alexei Mordachov, qui a été autorisé, regardez, c'est super yacht qui vaut 500 millions de dollars, qui a été autorisé à traverser le détroit d'Ormuz, parce que le détroit, il est fermé, mais pas aux amis, évidemment, du régime iranien, et la Russie est un allié de Téhéran, raison pour laquelle ce super yacht a réussi à passer le détroit, et les Américains n'ont rien eu à dire.